Circuit bleu, Côté expert, Nathalie Morel. Bonjour Maître Amélie Lemal. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Nous entendons beaucoup parler de réforme en ce moment. Il y a beaucoup d'idées reçues au sujet de la fiscalité actuelle sur les successions et c'est aussi le sujet ce matin pour les experts. Toutes vos questions dès maintenant, 02 31 44 48 44. Alors beaucoup d'idées reçues à ce point? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que les clients qu'on peut rencontrer sont un petit peu effrayés souvent des droits de succession que leurs enfants auront à payer quand ils ne seront plus là. Et on s'aperçoit que aujourd'hui, la grande majorité des successions ne sont pas fiscalisées compte tenu des abattements qui existent et des sommes en fait que l'on peut transmettre, notamment à ses enfants en franchise de droits de succession. Alors, on va évoquer les droits de succession pour les époux, partenaires, pacsés et enfants. Quelles taxes sont à payer pour le conjoint et les enfants, donc en cas de décès? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le conjoint, on parle du conjoint marié ou du conjoint pacsé, le conjoint officiellement reconnu par l'administration fiscale. Donc, le conjoint marié ou pacsé, lui, n'a aucune taxe à payer. Quel que soit le montant transmis, vous gagnez à l'euro million, vous avez un très beau patrimoine, tout ce qui sera recueilli par votre conjoint ne sera pas fiscalisé sans limite de montant. À partir du moment où on est marié. Marié ou pacsé. Ou pacsé, ça marche aussi de la même façon. C'est la même chose. D'accord. Alors, la différence, c'est que le partenaire pacsé n'est pas héritier de par la loi, mais si on l'a rendu héritier par un testament, on aura peut-être l'occasion de l'évoquer tout à l'heure, si on l'a rendu héritier et qu'il est donc héritier au moment de la succession, il n'aura aucune fiscalité à verser à l'administration fiscale. Bon, alors évidemment, si on n'est pas marié, les choses diffèrent quand même un petit peu. On va peut-être avoir l'occasion d'y revenir. Est-ce que le recours à l'assurance peut être un excellent moyen de protéger son conjoint lorsque le couple est marié sous le régime de la séparation de biens ou de la communauté réduite aux acquis? Alors effectivement, là, on parle de l'assurance vie, parce que quand on évoque ces questions de fiscalité, il faut savoir qu'on parle de la succession classique. Oui. Et les sommes transmises par le biais d'une assurance vie, elles sont fiscalisées d'une autre manière. Et on fait la distinction, pour simplifier un petit peu les choses, parce que la fiscalité est un petit peu complexe, mais entre les primes à l'âge auquel elles ont été versées par le défunt lorsqu'il a effectué des placements sur son contrat. C'est-à-dire que si la personne décédée a placé les sommes sur ses contrats avant ses 70 ans, chaque personne qui va hériter de ce contrat-là pourra hériter de 152 500 € sans fiscalité. Ce qui est déjà pas mal. Tout à fait. Alors que tout ce qui va avoir été mis sur ces contrats-là après les 70 ans de la personne qui va décéder ensuite sera fiscalisé au-delà de 30 500 €, mais tout bénéficiaire des contrats confondus. Donc ça n'est plus du tout la même chose. Donc ça peut être un moyen, mais il faut bien se renseigner avant de faire ces versements parce que ça sera moins efficace si les versements sont faits après les 70 ans qu'avant les 70 ans. Et puis le concubin, donc survivant, c'est-à-dire la personne qui partageait la vie du défunt sans être ni mariée ni pacsée. Donc là, forcément, elle se retrouve dans une situation on ne peut plus défavorable. Beaucoup plus effectivement précaire, puisqu'en fait, on va avoir une fiscalité qui est très importante quand on n'est pas reconnu par l'administration fiscale. C'est seulement 1 594 € sans taxe et au-delà, tout est taxé à 60%. Et c'est là où l'assurance vie peut effectivement avoir à jouer, puisqu'il y a les abattements dont on vient de parler, notamment quand l'argent a été placé avant les 70 ans. Les droits de succession dans les experts ce matin avec Maître Amélie Lemal. Nous accueillerons dans un court instant une première question de Juliette à Alençon. Bonjour. Maître Amélie Lemal vous écoute. Bonjour madame, bonjour maître. Voilà, ma fille, 52 ans, est décédée en 6 mois. Elle était séparée d'un conjoint, enfin même pas d'un conjoint, d'un monsieur, et ils avaient une fille en commun. D'accord. Mon ex-gendre refuse la succession parce qu'il a peur qu'il y ait plus de dettes que de recettes. Est-ce que moi, je peux, puisque je suis la maman, est-ce que je peux accepter la succession sous bénéfice d'inventaire? Alors, donc en fait, c'est la loi qui prévoit ce qui se passe, c'est la loi qui désigne les héritiers. Et quand un héritier renonce, c'est la loi qui prévoit à qui ça va. Donc là, si le gendre, j'imagine, qu'il refuse la succession au nom de sa fille, parce que lui, il n'était pas héritier. Oui, c'est ça. Donc c'est la fille qui est mineure qui renonce en fait à la succession.
Exact. Donc après, effectivement, on va aller chercher les héritiers suivants. C'est ça. Et les héritiers suivants, ce sont les pères et mères et frères et sœurs. À moins, elle n'était pas mariée, hein, votre fille, vous m'avez dit, Juliette. Non. Non, donc c'est ça. Donc ce sera père et mère, frères et sœurs. Donc vous allez être contacté par le notaire. Et effectivement, on peut, si vous n'avez pas envie de renoncer à la succession, on peut l'accepter. Avant, on appelait ça sous bénéfice d'inventaire. Maintenant, ça s'appelle à concurrence de l'actif net. C'est-à-dire que c'est une procédure qui permet d'accepter la succession. Mais s'il s'avérait qu'il y ait plus de dettes que de biens dans la succession, vous ne seriez pas tenu aux dettes supérieures à l'actif de la succession. Voilà, Juliette, pour répondre à votre question. Alors, excusez-moi, il n'y a pas de notaire. Ah ben, il faut aller voir un notaire à ce moment-là. C'est indispensable. Oui, il faut aller voir un notaire pour lui confier le dossier et c'est lui qui va gérer tout ça avec vous. Mais le notaire va demander des frais. Oui, oui, parce qu'il va faire un travail. Donc, vous pouvez déjà aller vous renseigner et puis il va vous informer des frais, mais effectivement, il va prendre des frais puisqu'il a un travail à faire. Voilà, et je ne peux pas aller voir le juge des affaires non, sociales. parce que l'acceptation, ce que vous appelez sous bénéfice d'inventaire, il faut un acte notarié qui soit dressé et qui soit déposé au tribunal. Donc, le juge ne peut pas faire seul cette procédure-là. Est-ce que je peux vous poser juste une deuxième petite question ? L'assistante sociale m'a fait demander un capital d'essai pour ma fille, pour ma petite fille. Oui. Voilà. Et il paraît que la CRAM aurait répondu qu'il n'y a pas de capital d'essai parce que ma fille n'a pas assez cotisé pendant 3 ans. Elle était auto-entrepreneur puisqu'elle est céramiste. D'accord, alors là, effectivement, il y a certaines conditions que je ne connais pas en détail, puisque c'est des choses qui ne sont pas gérées par les études notariales, mais directement par les familles. Mais je sais qu'il y a certaines conditions pour pouvoir bénéficier d'un capital d'essai, donc il n'est pas impossible que les conditions ne soient malheureusement pas remplies. Bon, oui, mais enfin, tournez-vous vers un notaire, d'accord, Juliette, pour avoir plus de renseignements. Merci à vous. À Merci beaucoup. Au revoir. Bon, nous accueillerons une autre question dans quelques instants, un petit peu similaire, mais avec d'autres conditions, évidemment. Une nouvelle question de Bruno. Bonjour Bruno. Oui. Vous êtes à Dives-sur-Mer. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour Maître Lemal et bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. Oui, donc ma fille est décédée fin 2021. Ses héritiers directs sont mes petits-enfants qui ont 14 et 11 ans. Et donc, je m'occupe de toutes les démarches pour obtenir capital d'essai, éventuellement au niveau du logement, vu qu'il y a une assurance de prise. D'accord. Et donc, j'ai eu le notaire qui m'a dit qu'au niveau de la succession, je ne serais informé de rien, sachant que je ne suis pas l'héritier direct. C'est les petits-enfants qui sont les héritiers directs. Oui. Sachant qu'elle était pactée mais séparée. Donc en fait, en ligne directe, ce sont les petits-enfants. Oui. Donc la question, c'était de savoir, est-ce que j'ai un moyen de contrôle des sommes, rentes, capital d'essai, ou si la maison est louée ou vendue, est-ce que j'ai un moyen en tant que grand-père ? Vos petits-enfants, ils ont toujours leur deuxième parent qui est vivant ? Oui, le deuxième parent est vivant, oui. Oui, donc ce qui va se passer, c'est que c'est lui aujourd'hui qui a l'autorité parentale. Et donc c'est lui, ce deuxième parent, qui va gérer les biens qu'ils vont recevoir dans le cadre de la succession. Alors après, dès lors qu'il n'y a plus qu'un des deux parents, on va avoir ce qu'on appelle un régime d'administration légale qui va s'ouvrir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas contrôler ce qui va être fait. Par contre, pour les actes graves, c'est un juge qui va contrôler ce qui va être fait. C'est-à-dire que, par exemple, si dans la succession de votre fille, il y avait une maison, comme c'est ce que vous semblez me dire, si cette maison, il y a un jour le souhait de la vendre, il faudra, comme on a des enfants mineurs, que leur deuxième parent demande une autorisation au juge pour la vendre et le juge va vérifier au moyen de 2 estimations qui seront fournies par des professionnels de l'immobilier, donc agents immobiliers ou notaires, que le prix de vente, par exemple, correspond
à la réalité du marché immobilier. D'accord. Et ensuite, il va demander à ce que la quote-part qui revenait aux enfants, puisque les enfants vont avoir le droit à leur part sur le prix de vente, et il va demander à ce que cette quote-part-là, elle soit bloquée sur un compte rémunéré, par exemple. Donc, vous n'avez pas de moyen direct de contrôle, mais sachez qu'il y a quand même un contrôle qui est mis en place pour tous les actes vraiment graves qui peuvent affecter les biens dont vos petits-enfants se retrouvent malheureusement aujourd'hui à hériter. Et pour le capital d'essai, en fait, les assurances me demandent donc des RIB des enfants. Oui, c'est-à-dire que ça doit être versé, ça ne sera pas versé sur le compte du deuxième parent. Tout doit être versé sur des comptes bancaires ouverts directement au nom des petits-enfants. D'accord, mais est-ce que justement par rapport à l'usage est-ce qu'il y a un moyen de contrôle similaire que par rapport à une vente de maison? Normalement, c'est un regard sur ses comptes, quoi. Voilà, c'est la responsabilité du deuxième parent. Il doit utiliser l'argent dans l'intérêt des enfants. Et si un jour il ne le faisait pas et que c'était contesté, c'est seulement un juge qui pourrait remettre l'utilisation faite en cause. Voilà, mais Bruno ne peut pas avoir un regard sur ses comptes, en fait. Voilà. Avoir un regard, donc ça veut dire que si la personne est mal intentionnée et récupère une partie du capital d'essai, vous ne le saurez pas, sauf à en discuter avec vos petits-enfants à leur majorité. Bon, voilà Bruno, pour répondre à votre question. Merci à vous. Oui, j'attendais juste une autre. On n'a pas le temps, Bruno. On n'a pas le temps. Il faudra peut-être contacter à ce moment-là Maître Amélie Lemal. Je suis désolée, on est pris par le temps. Merci à vous. On va prendre une dernière question dans quelques minutes et puis après ce sera terminé. Une question d'Alain à Vaucelles. Les droits de succession, de donation avec Maître Amélie Lemal ce matin dans nos studios pour les experts. Et Alain, pour une dernière question à Vaucelles. Bonjour Alain. Oui, bonjour madame, bonjour maître. On vous écoute. Oui, alors on l'avait fait construire il y a quelques années déjà. On avait fait une donation entre époux. D'accord. On avait fait une donation entre époux et maintenant on voudrait refaire une donation universelle. D'accord. Alors, j'aurais voulu savoir le coût, s'il vous plaît. Alors, je vais vous expliquer juste déjà la différence et puis après, je vais vous informer du coût. Donc, la donation entre époux, effectivement, c'est un acte qu'on fait, c'est comme un testament, mais au profit de son époux, et qui va laisser à l'époux survivant, au moment du décès, un choix entre différentes quotes-parts dans la succession. Donc, ça fonctionne pareil. La communauté universelle, c'est complètement autre chose, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les biens en commun, et on va prévoir qu'au décès du premier, c'est le deuxième époux qui héritera de tout. Ça veut dire que l'époux héritant de tout, les enfants n'héritent de rien au décès du premier et qu'ils n'hériteront qu'au décès du deuxième. Donc pour ça suppose, pour que ça fonctionne bien, de n'avoir que des enfants en commun. Donc après, ça se fait via un changement, un contrat de mariage en fait que l'on fait chez le notaire. Donc le coût est variable en fonction du fait de savoir s'il y a des biens immobiliers qui n'étaient pas déjà communs à mettre en commun. Mais si tous les biens immobiliers étaient communs, on estime le coût entre 800 et 1000 euros à peu près pour faire toute cette procédure de changement, parce qu'en fait, cette donation universelle, c'est un changement de contrat de mariage avec toute une procédure à suivre chez le notaire. Et donc, en moyenne, le coût est aux alentours de 800 à 1000 euros, sauf s'il y avait des biens immobiliers qui n'appartenaient pas déjà aux deux époux, parce que là, on a des publicités foncières à mettre en place, etc., etc., donc des formalités supplémentaires. Bon, c'est quand même une somme, Tout à fait. Voilà pour répondre à Alain à Vaucelles. Alors, on n'aura pas le temps de tout détailler, évidemment, ce matin. Nous y reviendrons dans le cadre d'autres émissions. Sur les droits de donation, quand même, juste un tout petit mot. Que se passe-t-il si on transmet de son vivant ? En fait, donc, on peut bénéficier d'abattements aussi, de sommes que l'on peut transmettre sans taxe, notamment 100 000 euros aux enfants, comme en matière de succession. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette enveloppe de 100 000 euros que l'on peut transmettre, par exemple, aux enfants en donation, c'est la même qu'en succession. C'est-à-dire que si on fait une donation et que la succession survient moins de 15 ans après, si on a utilisé les 100 000 euros pour une donation, on ne pourra plus les utiliser en succession. Si par exemple il s'est écoulé plus de 15 ans entre le moment où on fait une donation et le moment où on a réglé la succession, on bénéficie une deuxième fois des 100 000 euros au moment de la succession. On y reviendra dans le cadre d'autres émissions un petit peu plus en détail. Merci Amélie Lemal d'être passée dans nos studios ce matin. Avec plaisir, bonne journée. À Caen.